Bonjour à tous. Avant de commencer officiellement, je voudrais vous rappeler que nous disposons d'une interprétation anglais-français. Il vous suffit de cliquer sur l'option d'interprétation sur Zoom. Hello everyone. Before we formally begin, I would like of expression, j'ai le plaisir de vous accueillir pour le lancement de la base de données mondiale de jurisprudence en français avec notre premier webinaire de cette série intitulé Les coupures de l'accès à Internet en droit international. Je suis Anderson Javier de Rosier de León, avocat dominicain, spécialisé dans le droit international public et les droits de l'homme, et en ma qualité de conseiller juridique et des programmes pour Columbia Global Freedom of Expression, j'ai le grand honneur d'ouvrir ce prestigieux panel que nous organisons en collaboration avec Article 19 Sénégal. Il s'agit du premier de 4 webinaires prévus dans le cadre du lancement de notre base de données en français. Vous pouvez consulter l'agenda sur notre site web. Nous vous laisserons également un lien par chat et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter au prochain qui aura lieu le 20 mars et portera sur les tendances mondiales en matière de droit à l'oubli. Columbia Global Freedom of Expression est une initiative de l'Université de Columbia créée en 2014 par Lee C. Bollinger, alors président de l'université, afin de promouvoir les normes internationales les plus élevées en matière de protection judiciaire, de la liberté d'expression et de la liberté de la presse à l'échelle mondiale. Notre projet phare est la base de données mondiale sur la jurisprudence en matière de liberté d'expression qui héberge plus de 2200 analyses de cas en anglais, de décisions judiciaires de 130 pays, y compris toute la jurisprudence relative à la liberté d'expression de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. La version en français compte déjà de 100 cas, est entièrement consultable et contient des informations sur un large éventail de questions relatives à la liberté d'expression dans le monde. En plus, de nouveaux cas seront ajoutés chaque mois. La base de données contient également des traductions de 6 documents de recueil spécial sur les sujets suivants. 1. Les coupures d'accès à Internet en droit international. 2. La jurisprudence sur les discours de haine. 3. La jurisprudence sur le droit à l'oubli. 4. Le système africain des droits de l'homme et des peuples. 5. Le système interaméricain des droits de l'homme. Et 6. La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces documents du recueil spécial systématisent la jurisprudence de la base de données mondiale sur la liberté d'expression, offrant une perspective globale de certaines des décisions juridiques les plus importantes adoptées par les tribunaux nationaux et internationaux sur des sujets pertinents concernant la liberté d'expression. La base de données en français et cette série de webinaires sont rendus possibles grâce au soutien du programme multidonor de l'UNESCO sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes et de Surila Collaborative avec le financement du Center for Intellectual Property and Information Technology Law de l'Université de Strathmore, Nairobi, Kenya. Je tiens donc à les remercier chaleureusement pour le soutien. Ce webinaire durera 1 heure. Il est ouvert au public et nous attendons 2 participants du monde entier. La conversation sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Columbia Global Freedom of Expression. Nous laisserons du temps à la fin pour que les participants puissent poser des questions ou faire part de leurs commentaires s'ils le souhaitent. Pour ce faire, veuillez utiliser l'outil de chat dans le Zoom. Permettez-moi de réitérer ma chaleureuse bienvenue et de passer la parole à Isha Dabo, cofondatrice et coordinatrice d'Africtivist, qui nous fera l'honneur de modérer ce panel. Merci. Merci Anderson pour cette
introduction et merci d'avoir présenté la version française de la base des données internationales de jurisprudence. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je modère la discussion de ce premier webinaire d'une série dans le cadre du lancement de la base de données en français. Nous sommes à l'aube d'une étape importante dans la défense et la protection de la liberté d'expression à travers le monde. Donc aujourd'hui marque le début d'une série minutieusement organisée par Article 19, Sénégal et Afrique de l'Ouest et l'Université de Columbia. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants que je vais présenter. Je commence par Juan Barata, il est juriste principal au projet Future Free Speech de Justicia. Il travaille sur la liberté d'expression, la régulation des médias et les questions de responsabilité des intermédiaires. Il est membre du programme sur la régulation des plateformes au Stanford Cyber Policy Center. Il a publié un grand nombre d'articles et d'ouvrages sur les coupures d'Internet. Son travail l'a conduit dans la plupart des régions du monde et il est régulièrement impliqué dans les projets avec des organisations internationales telles que l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains ou l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, où il a été le principal conseiller du représentant pour la liberté des médias. Juan a également l'expérience en tant que régulateur, puisqu'il a occupé le poste de secrétaire général du Conseil de l'audiovisuel de Catalogne en Espagne et il a été membre du secrétariat permanent du réseau méditerranéen des instances de régulation. Juan, soyez la bienvenue. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant présenter Felicia Antonio, qui est une sœur. Elle est responsable de la campagne Keep It On à Access Now, qui est une campagne mondiale regroupant plus de 300 organisations qui luttent contre les coupures d'Internet. Felicia est auteure et co-auteure de plusieurs publications sur les coupures d'Internet, présentées sur les sites Access Now, le site de l'Université de Yale, le site de CIPESA et de Bloomsbury Collections. Felicia a animé le podcast de Kill Switch et a participé au documentaire de Shutdown de la BBC World Service. Felicia est membre du conseil consultatif de l'Open Technology Fund, basé aux États-Unis, et membre du conseil d'administration du World Expression Forum en Norvège. Elle est membre du réseau africain des droits numériques et membre depuis 2019 de l'École africaine de la gouvernance de l'Internet. Avant de rejoindre Access Now, Felicia a travaillé en tant que programme associé défenseur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression à la Media Foundation for West Africa, où elle a coordonné l'échange de la liberté d'expression en Afrique. Je remercie Felicia d'être là. Je vais commencer avec Juan. Nous allons commencer avec Juan, qui va intervenir pendant une vingtaine de minutes et qui va nous présenter sa contribution dans la collection spéciale. Spécifiquement, il va nous donner une vue d'ensemble des principaux éléments et conclusions inclus dans le document, avec un accent particulier sur la jurisprudence. Je laisse la parole à Juan pour nous faire sa présentation. Merci, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous, parmi des experts et des activistes en matière de coupure d'Internet. Je crois qu'il s'agit d'une discussion très importante, et malheureusement d'une discussion qui reste toujours à avoir place dans plusieurs pays du monde. Je veux présenter, comme il a été déjà dit, notre contribution. Je l'ai écrite avec mon collègue Andrej Richter, qui est professeur à l'Université de Bratislava. On a travaillé ensemble dans cette contribution. En tout cas, la discussion aujourd'hui sur les coupures d'Internet fait partie de la discussion plus large sur la régulation d'Internet, sur la portée de la liberté d'expression en Internet et sur la protection, disons, de droits de l'homme dans l'espace numérique. Il est évident, en tout cas, que sans accès à Internet,
sans une qualité suffisante, il n'a pas de sens de parler sur d'autres questions. Sans Internet, il n'y a pas de droit dans le numérique, il n'y a pas de médias en ligne, il n'y a pas de pluralisme en ligne, il n'a pas de sens de parler sur la régulation des plateformes, etc. C'est la condition basique. Notre contribution se base dans tout parti, elle a tout parti. La première partie se centre sur la question de la culture d'Internet du point de vue du droit international en général, surtout sur la base de textes juridiques internationaux, mais aussi sur la base des standards internationaux, des documents de différentes organisations internationales. Et dans la deuxième partie, on considère la jurisprudence la plus importante en ces matières. Du point de vue de droit international, dans plusieurs documents, on rencontre l'idée, par exemple, que l'Internet facilite l'exercice des droits de l'homme en général, le droit politique, le droit de participation politique, les droits civils, mais aussi des droits sociaux, des droits économiques, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Il est devenu un facteur très important pour garantir la plénitude de l'exercice de ce droit. D'autre côté, dans les documents internationaux, on trouve aussi une référence au fait que le culture d'Internet, évidemment, affecte particulièrement l'exercice, la validité, l'effectivité de droit à l'expression, à la liberté d'expression, à la liberté d'information. On trouve aussi dans les documents internationaux la constatation que quand il y a des coupures d'Internet, normalement, elles sont des indicatrices d'une situation de détérioration de la situation des droits de l'homme en général. Les gouvernements coupent l'Internet pour il dit protéger la sécurité nationale et l'ordre public, mais il est vrai que dans la plupart des cas où il y a une coupure d'Internet, il y a aussi des cas de violation des droits de l'homme de la part des autorités mêmes. Alors, disons, il y a toujours une association entre ces deux phénomènes. Il y a aussi dans les documents internationaux toujours des références à la nécessité de garantir l'accès universel à Internet de la part de tous les citoyens, un accès suffisant, un accès de qualité à l'Internet. Et on trouve ça, j'insiste, sur le document de Nations Unies. Il y a le guideline, le très récent guide d'UNESCO sur la gouvernance des plateformes digitales, des plateformes numériques où on trouve des indications précises sur le besoin de garantir un accès universel à Internet. Mais en tout cas, on ne trouve pas directement reconnu dans les instruments internationaux, d'une façon, dans des documents juridiques, une reconnaissance, l'établissement d'un droit à l'Internet. Par l'instant, les documents juridiques internationaux ne sont pas clairs, mais en tout cas, la jurisprudence et même les documents internationaux font l'exercice d'établir cette liaison entre le besoin de garantir un accès universel à l'Internet et aussi les obligations des États de protéger le droit fondamental. Et je crois qu'ici, il faut, comme d'habitude, d'un point de vue juridique, considérer ce qui est déjà consacré dans le droit international en matière de protection de la liberté d'expression et des considérations de limites à la liberté d'expression, ce qu'on appelle le test en 3 parties, en anglais, normalement, le 3-part test. Et il faut rappeler que le test en 3 parties établit que la limitation à la liberté d'expression, en tout cas, doit respecter 3 principes. Tout d'abord, doit être établi par la loi, clairement établi par la loi. Il doit, disons, protéger
un intérêt légitime, c'est-à-dire le but de ces restrictions doit être de protéger un intérêt légitime en accord avec le droit international et le principe surtout de nécessité et proportionnalité. C'est-à-dire que les restrictions doivent être nécessaires pour protéger un certain intérêt public, pour protéger les droits, et doit être proportionnel, c'est-à-dire il ne serait pas acceptable d'introduire des restrictions qui iront au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la liberté d'expression, qui impose des restrictions excessives pour protéger, disons, des intérêts publics. Dans ces contextes conceptuels, il est très difficile d'imaginer un cas où une décision de couper l'Internet peut passer les tests, le test en 3 parties, surtout du point de vue de la nécessité et de la proportionnalité. Il est difficile de penser qu'entre toutes les mesures qu'un gouvernement peut prendre pour éviter, par exemple, que certains contenus soient diffusés, couper absolument tout l'Internet, soit la décision la plus raisonnable et soit la décision qui a un impact, disons, non excessif sur la liberté d'expression. Alors, par conséquent, il n'y a pas de document international qui dit non plus clairement que les coupures d'Internet sont contraires aux droits de l'homme, mais de la même façon, je crois qu'il est très difficile de trouver un cas où une décision d'un gouvernement, d'un législateur, d'un régulateur, d'un juge, de couper l'Internet soit compatible, puisse passer le test, supérer les tests en 3 parties du point de vue de la légalité, légitimité, mais surtout nécessité et proportionnalité de la restriction. Ça, c'est, disons, notre analyse du point de vue du droit international. Si l'on voit la jurisprudence, il n'est pas facile de trouver, disons, beaucoup de cas dans cette matière, quand même des cas qui soient utiles d'une perspective qui va au-delà des caractéristiques du droit, des systèmes juridiques nationaux. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas eu l'opportunité de se prononcer sur des coupures d'Internet parce qu'en fait, en Europe, il n'y a pas eu de cas où le gouvernement a décidé de couper l'accès total à Internet. Il y a quand même des cas où la Cour européenne a analysé des décisions où de certains gouvernements, par exemple la Russie, ont décidé de bloquer l'accès à un logiciel, l'accès à un site d'Internet tout ensemble, l'accès à un service comme Google Sites dans le cas de la Turquie. Et la Cour européenne des droits de l'homme a toujours considéré que ce type de restrictions ont toujours un grand impact, un impact excessif sur la liberté d'expression et ce type de décision, de restriction n'ont pas jamais accepté, n'en était pas jamais accepté par la Cour. Il y a quand même de décisions intéressantes dans des cours, pas des cours régionales, mais des cours sous-régionales en Afrique, particulièrement la cour de la CEDEAO. Il y a 2 cas, un cas concernant le Togo et un cas concernant la Nigérie. Le cas du Togo était une coupure d'Internet. L'autre cas concernait la décision de bloquer l'accès à Twitter. La Cour de la CEDEAO fait un exercice très intéressant. Elle ne reconnaît pas le droit d'accès à Internet comme un droit fondamental, mais la Cour fait une connexion, établit une liaison directe entre l'accès à l'Internet et l'exercice de la liberté d'expression, d'une telle façon que la limitation de la liberté, la limitation de l'accès à l'Internet
implique d'une façon dérivée, limiter la liberté d'expression. Et par cette raison, disons, il faut assujettir ce type de mesures au test en 3 parties où j'ai fait déjà référence, et la Cour avait déclaré que les mesures que moi j'ai déjà mentionnées au Togo et en Nigeria étaient elles ne respectaient pas les principes de nécessité et proportionnalité. Ce sont des décisions très intéressantes, très importantes, je crois. Au niveau national, je crois que les décisions les plus importantes, on peut les trouver en Inde, particulièrement parce que le test, surtout les tests de nécessité et proportionnalité, fait partie du système juridique indien. Et par exemple, dans la décision de Anuradha Bhasin versus Union of India, on trouve que la décision de couper l'Internet est analysée sur la base des principes de nécessité et de proportionnalité, et disons, de décisions adoptées par les gouvernements en ces matières ont été annulées. Après, disons, des autres cours en Inde ont suivi, dans plusieurs cas, ce type de tests, et on a trouvé d'autres décisions très intéressantes qui s'inspirent en tout cas dans cette première décision de la Cour suprême de l'Inde. Aussi, dans les Cameroun, en Indonésie et en d'autres pays, on trouve des décisions qui s'inspirent aussi dans la jurisprudence indienne, qui est considérée, disons, du point de vue de la jurisprudence au niveau national, la plus relevante peut-être dans plusieurs régions du monde. En tout cas, même dans la jurisprudence de ces cours, on ne trouve pas de références, généralement, on ne trouve pas de références au droit international. Normalement, même le principe de proportionnalité est utilisé par référence au principe constitutionnel au niveau national, mais il est très rare, au-delà des cours régionales ou sub-régionales, comme j'ai déjà mentionné, de trouver des références aux standards internationaux au niveau national. Et après, on peut trouver dans plusieurs pays, en Égypte, en Russie, etc., des cas où, par exemple, le juge, je dirais, n'ose pas de contredire la décision du gouvernement, ou surtout la constatation de la part des gouvernements ou des organes de sécurité que concernant le fait qu'il y avait des problèmes de sécurité qui demandaient, disons, d'établir une coupure d'Internet. Généralement, il y a des cas où la Cour, par exemple en Égypte, décide de dire, écoutez, c'est le gouvernement qui a la capacité de décider quand il y a un risque en matière de sécurité nationale. Si les gouvernements ont constaté l'existence de ce risque, il n'y a rien à dire de notre côté. Il y a aussi d'autres cas où la discussion est à propos de la compétence. Par exemple, la décision a été adoptée par un gouvernement régional, mais il devait être adopté par le gouvernement fédéral, etc. Alors, il s'agit d'une jurisprudence où la discussion est surtout à propos de questions de droit national, mais pas en matière de droits de l'homme ou liberté d'expression. Par conséquent, je crois qu'il y a déjà des éléments très intéressants au droit international en matière de coupure d'Internet. Il y a des éléments que les cours nationales et aussi évidemment les cours régionales peuvent utiliser pour analyser des cas en matière de coupure d'Internet, mais il y a beaucoup à faire. Parce que, comme j'ai déjà dit, au niveau national, disons, les décisions en matière de coupure d'Internet n'ont pas beaucoup de qualité, sauf des exceptions, et la présence de standards internationaux dans les raisonnements de cours n'est pas excessive, disons.
Avec ça, en tout cas, je crois qu'il est très important d'avoir ce type de discussion, parce que je crois que dans la communauté juridique, il y a encore beaucoup de choses à discuter sur cette matière, à comprendre. Et comme je dis, en tout cas, l'accès à Internet est une condition préalable nécessaire pour parler d'Internet, pour parler de droits dans le numérique, etc. Alors, je vous invite en tout cas à continuer cette discussion, pas seulement du point de vue juridique, mais aussi du point de vue de politique publique, de régulation, etc. Merci beaucoup. Merci Juan pour cette présentation. Comme indiqué plus tôt, ceci est une des contributions spéciales disponibles dans la version française de la base de données. Maintenant, je vais me tourner vers Félicia, qui nous parlera de la nature et de l'impact des coupures d'Internet en Afrique, notamment les conclusions des travaux de la coalition Keep It On concernant les coupures et la façon dont ces coupures-là sont utilisées pour violer les droits. Et aussi, elle va terminer avec des recommandations qui seront faites à la fin. Donc, Félicia, tu as la parole. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Joanne, pour votre aperçu. J'ai pas trop à rajouter, mais quand même, je vais essayer donc de parler plus. Donc, en fait, je vais souligner le travail de la campagne que nous avons, Keep It On, pour essayer de lutter contre ces coupures d'Internet et surtout dans le monde entier. Et je vais me concentrer sur l'Afrique. Alors, Keep It On comme campagne. Si vous ne connaissez pas cette campagne Keep It On, qui veut dire continuons, eh bien, ça a été lancé par le RightsCon Silicon Valley en 2016, voilà, par Access Now, pour lutter contre les coupures d'Internet et les coupures d'accès d'Internet dans le monde entier. On utilise donc ceci. Je vais souligner qu'est-ce qu'on veut dire par une coupure d'accès d'Internet. Voilà, comme je l'ai mis sur la slide, c'est défini comme une interruption ou une perturbation internationale de l'Internet des communications électroniques et qui rend inaccessible ou donc inutilisable efficacement pour une population spécifique ou un lieu ou un contrôle donc excessif du flux d'informations. C'est les gouvernements souvent qui exercent ceci. Les tendances en Afrique et les questions émergentes sont les suivantes. Eh bien, les coupures d'Internet font de plus en plus partie donc de ce contrôle d'information sur l'information du gouvernement. Voilà, en Afrique. Et effectivement, on a vu des preuves qui sont utilisées en Afrique dans des régimes démocratiques, mais aussi autoritaires. Et effectivement, en juin 2023, avec Access Now and Keep It On, nous avons enregistré 1118 coupures dans 76 pays du monde. Voyez, entre 2016 et 2023. Effectivement, on est en train de finaliser les chiffres et bientôt vous aurez plus de possibilités de connaître les derniers chiffres. Alors, pour ces coupures, eh bien, au moins 146 incidents de coupure d'Internet se sont passés dans 7 pays en Afrique. Et ceci a été documenté pour la
la même période et effectivement, au moins pendant des élections, 25 pendant des élections, 59 pendant des protestations, 11 pendant des conflits et 6 pendant des coups militaires en Afrique. Voilà. Qu'est-ce qui cause toutes ces coupures d'Internet? Les gouvernements, donc, imposent ces coupures d'Internet. Ça se passe sur le terrain lors d'élections, lors de conflits, lors de coups d'État, que donc l'Internet est coupé. Et le plus en Afrique, hein, c'est effectivement lors d'élections, c'est une grande cause de coupure dans la région africaine et aussi effectivement pendant des situations de conflit. Pardon, le son est coupé. Ah, et aussi des coups militaires. Est-ce que vous pouvez m'entendre, pardon? Mhm. Pardon, petit souci d'Internet. Alors, on a vu aussi des coupures de plus en plus fréquentes d'utilisation de coupures mobiles et de réseaux sociaux pour les portables, sur les portables, de plus en plus, hein. Effectivement, ces coupures durent plus longuement, en fait, elles durent plus longuement et elles affectent de plus en plus de personnes sur la région africaine. Et on voit de plus en plus de pays, des nouveaux pays donc, qui sont en train de rejoindre cette mauvaise liste, cette liste vraiment sombre de coupure d'Internet. Alors, pourquoi est-ce que les gouvernements coupent l'Internet? Eh bien, ils utilisent toujours donc des excuses mondaines pour couper, donc essayer d'isoler les gens pendant les crises. Ils disent c'est toujours pour la sécurité nationale, c'est toujours pour l'ordre public. Voilà. Et ils veulent prévenir, comme au Sénégal, la diffusion d'informations subversives ou de haine, comme ils disent. Et ça, c'est souvent pendant les élections, par exemple. Quand il y a les protestations et au Sénégal, ça s'est passé. Et effectivement, l'Internet est coupé par les gouvernements lorsqu'ils sentent que peut-être il y a des messages de haine et de subversion. Et effectivement, parfois, vous pouvez mettre la vie des gens en danger parce que vous restreignez l'accès d'informations. Et pour vérifier les informations pour la population, c'est difficile. Et aussi, pendant les examens, les gouvernements parfois coupent l'Internet pour donc prévenir les tricheries. Voilà. Et on a vu ça aussi qui se passe. Les autorités ont coupé Telegram. Voilà, ça s'est passé. Et aussi au nord de du Nigeria, ceci a été coupé, l'Internet a été coupé pour essayer de lutter contre le banditisme au nord du Nigeria. Donc, vous voyez, le gouvernement cherche des excuses mondaines ou essayer d'identifier tout type de raisons pour couper l'Internet pendant des crises, parfois. En 2024, déjà, il y a eu des coupures au Soudan et aux Comores, aussi au Tchad, au Sénégal aussi, hélas. Et dans d'autres parties du monde, nous avons vu des gouvernements qui utilisent des perturbations d'Internet contre ses propres citoyens. Et effectivement, je n'ai pas complètement les rapports prêts pour tout ceci, mais en tout cas, je peux déjà donner
quelques situations récentes. En 2022, par exemple, nous avons documenté 9 coupures dans 7 pays africains. Et ce chiffre a beaucoup augmenté en 2023 avec des incidents qui ont été documentés en 2023. Voilà. Comme vous pouvez voir sur la diapo. Alors, pour les différentes jurisprudences et les coupures d'Internet, alors j'ai inclus différents cadres africains ici qui ont dénoncé les coupures d'Internet avec effectivement surtout le ICPPR, vous voyez, et aussi la Commission africaine des droits humains et des peuples. C'est très important. En 2016, par exemple, la CHPR et l'ICCPR qui est la Convention internationale des droits civils et politiques. Alors, vous voyez effectivement que ces coupures d'Internet violent les droits de l'homme. Voilà. Et aussi encouragent des divisions numériques, des isolations numériques. Et voilà. Et c'est très important, ces isolations numériques. Et ça permet à ceux qui sont déjà au pouvoir, donc, de faire l'évasion de la responsabilité en termes de violation de droits de l'homme avec l'impunité. Et nous avons des preuves, donc, de violation des droits de l'homme lorsqu'il y a des coupures d'accès d'Internet dans différentes régions du monde. Et effectivement, ces coupures aussi mettent les vies des personnes en danger pendant les crises. Vous voyez, et même des situations de conflit. Quand vous faites les perturbations d'Internet dans ces moments clés dans l'histoire donc de certaines populations, eh bien, nous n'avons- ils n'ont pas d'accès à l'information et ceci aussi coûte aux économies nationales des milliards de dollars. Et dans certains cas, justement au Pakistan, quand il y a eu des perturbations, eh bien, les citoyens pakistanais ne pouvaient pas avoir accès à différents services comme Uber ou différentes plateformes. Et donc, d'autres impacts. Effectivement, ça coûte des milliards de dollars aux économies nationales. Donc, on se demande pourquoi les gouvernements voudraient imposer de telles mesures de coupure d'Internet. Voilà. Il y a d'autres exemples sur l'impact des coupures d'Internet sur les élections et les événements démocratiques. Effectivement, ça perturbe le flux libre d'informations, ça perturbe l'accès à l'information, ça veut faire taire la liberté d'expression et effectivement, par exemple, pour les élections, et ça va prévenir les citoyens de pouvoir scrutiniser des politiques aussi. Ça a aussi un impact sur la capacité de prendre des décisions bien informées pour savoir pour qui voter. Effectivement, les élections, souvent dans des démocraties qui sont émergentes, sont un temps critique des élections de transition et peuvent contribuer à la démocratie. Et donc, c'est très important que les citoyens puissent participer activement. Et quand vous commencez à perturber tous ces canaux d'information, ces canaux d'Internet, c'est difficile donc pour eux donc d'essayer d'arriver à la démocratie. Alors, effectivement, c'est l'impact sur les coupures d'Internet sur les élections et selon aussi une étude de 2019 faite par la CIPESA, les gouvernements qui veulent détenir toujours ce pouvoir sont susceptibles d'imposer des coupures d'Internet. Par exemple, au Gabon, eh bien, lors des élections au Gabon, il y avait un manque d'observateurs internationaux au Gabon
pour les élections. Les médias ont été bloqués. Ils n'ont pas pu couvrir les élections en 2023. Donc, l'accès à l'Internet a été perturbé, hélas. Ceci coupe aussi les ressources à l'information et le président a gagné lors des élections 2023. Ce n'était pas une surprise. Voilà. Et ensuite, l'accès à l'Internet a été rétabli. Mais hélas, si on n'avait pas eu toutes ces coupures d'Internet, on aurait pu donc avoir beaucoup plus de liberté d'expression. Donc, ceci met des doutes sur vraiment la véracité des élections. On n'a pas pu aussi critiquer les élections en 2023. Et effectivement, CIPESA a analysé que les gouvernements qui veulent rester au pouvoir, ils sont susceptibles d'imposer des coupures d'Internet de temps en temps qui vont les favoriser. On a vu ces exemples en Ouganda, en Cameroun et au Gabon. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi des impacts de ces coupures Internet en temps de protestation et de troubles politiques et de conflits. Si vous voyez, quand l'Internet est coupé pendant ces périodes critiques de protestation ou de troubles politiques, nous savons que c'est très important. C'est très important, l'accès à l'Internet. Et quand il y a ce type de perturbation, c'est une question de vie ou de mort pour les citoyens. Et je sais que parfois, il y a eu des conflits et les gens n'ont pas l'accès à l'Internet. C'est vraiment difficile pour leur sécurité même. Et aussi, il y a des preuves comme quoi les coupures d'Internet ont réduit les ressources humanitaires afin que les populations puissent avoir accès à ces ressources humanitaires. Donc, ces coupures d'Internet ont empiré les livraisons d'aide humanitaire, d'aide d'urgence, et ceci a affecté énormément les populations en termes de santé, en termes d'éducation et en termes de business. En Éthiopie, par exemple, et dans la région d'Amara. Ceci s'est passé en 2023. Les autorités ont coupé l'accès à l'Internet et il y a des conflits continus aussi dans cette région de Tigré d'Amara en Éthiopie. Donc, on sait, c'est tellement crucial et comment les populations ont été affectées et se sont vues refuser les opportunités de communiquer avec leur propre famille. Et c'est vraiment très difficile pendant ces moments très difficiles. Alors, j'ai mis ces quelques exemples ici sur la diapositive, puisque, oui, il y a beaucoup de problèmes de coupure d'Internet, mais il faut aussi noter qu'il y a certains succès quand même dans cette lutte contre ces coupures d'Internet. Par exemple, en Nigeria, en fait, euh, ça, c'était encourageant de voir qu'avant les élections de 2023, il y a eu la commission des communications nigériennes qui a émis une déclaration pour assurer aux Nigériens qu'il n'y aurait pas de coupure d'Internet pendant la période électorale. En Sierra Leone aussi, qui dans le passé a été bien perturbé au niveau de l'Internet, eh bien, en 2022, ils se sont engagés à garder l'Internet. Ça, c'est bien. Et effectivement, l'Internet a été garanti pendant le processus électoral. Pour la République démocratique du Congo, vous vous rappelez peut-être que dans le passé,
entre 2015 et 2019, nous avons vu comment les autorités congolaises ont imposé des ruptures d'Internet pendant les élections, pendant les protestations. Et effectivement, euh, pour les élections de 2023, le gouvernement, publiquement, s'est engagé à garder l'Internet bien actif, bien ouvert pour tout le monde, pour tous les citoyens dans le pays. Donc voilà des exemples que nous avons documentés en termes donc de succès. Est-ce que vous pouvez m'entendre, pardon? Donc ça, c'est le plaidoyer contre les coupures d'Internet. Et aussi, de plus en plus, il y a des engagements de la part des engagements et des acteurs qui s'engagent vraiment à ne pas couper l'Internet. Et nous, nous essayons de lutter contre ceci et de les rendre responsables s'ils veulent couper l'Internet ou s'ils ne veulent pas le couper. Voilà. Plus de responsabilité au niveau des gouvernements, c'est très important. C'est cette lutte contre les coupures d'Internet. Et aussi, voilà, j'ai intégré ici aussi comment on peut donc soutenir la campagne Keep It On, continuer. Si vous voulez soutenir cette campagne, voici différents moyens. Si vous avez expérimenté des coupures d'Internet, n'hésitez pas à nous le communiquer, s'il vous plaît, et parler de l'impact que ceci a eu donc sur vous et les citoyens de votre pays. Donc, des rapports médiatiques, les expériences sont très importantes. Et nous allons donc vérifier tout ceci, évidemment, et essayer donc d'essayer de faire un suivi avec les opérateurs d'Internet ou de télécommunications. Il faut faire des suivis, nous pouvons faire des suivis pour qu'ils puissent expliquer sur ces ruptures d'Internet, ces opérateurs Internet ou ces sociétés de télécommunications. Ils peuvent expliquer. Voilà, vous devez poser des questions quand ce type de choses se passe. Et puis, si vous pensez que il y a un risque peut-être de coupure d'Internet dans votre propre pays, dans votre région où vous vous trouvez, eh bien, et que ça peut-être ça va empirer potentiellement, eh bien, vous pouvez sensibiliser les autorités, vous devez le dire à la communauté Kipiton pour faire des investigations futures pour que l'Internet soit restauré. Pour nous, pour les organisations civiles, des sociétés civiles, c'est important pour nous de faire des plaidoyers, de défendre. Donc, à- au niveau local, au niveau international, pour être mieux équipés, et parce que nous parlons toujours des dangers et des risques, donc de ces coupures d'Internet, et nous voulons essayer d'exploiter l'existence des tribunaux nationaux et régionaux pour lutter contre les coupures. On a vu des succès au Togo, au Nigeria et en Guinée, où en fait, ceci a vraiment, la lutte a bien marché. Et aussi, il y a un procès récent contre le gouvernement du Sénégal, euh, donc contre ces coupures d'Internet qui se sont passées au Sénégal. Et puis, alors, les opérateurs d'Internet, ils ont une responsabilité. Voilà. Donc, vous pouvez leur demander et vous pouvez les défier. Pourquoi ils ont coupé l'Internet? Et aussi, il faut qu'ils soient transparents sur ces coupures d'Internet ou ces ordonnances de coupure d'Internet. Et quand ils les ont reçues de gouvernement, en les publiant. Et aussi, nous pensons que ces opérateurs d'Internet ont cette responsabilité. Ceci peut être discuté même dès qu'on signe un contrat. Dès que donc vous signez un contrat donc d'opérateur d'Internet, est-ce que ils vont garantir donc que on aura toujours l'Internet, même s'il y a des dangers de couper l'Internet?
vous pouvez en discuter avec l'opérateur et regarder donc, essayer de le défier dans leur contrat. Est-ce que les droits sont garantis, oui ou non? Voilà, je vous remercie. Et Aïcha, je vous repasse la parole, je pense. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses Merci grâce à ma beaucoup, présentation. Félicia, pour ces points importants sur les coupures d'Internet à travers le monde, mais aussi sur le continent africain. Avant de passer à mes questions, il y a une question que je vais vous lire qui a été posée par un des participants. La personne demande un citoyen, c'est Monsieur Jean-Paul Kourinziza. Il demande, un citoyen ayant subi une coupure d'Internet pourrait-il être indemnisé financièrement s'il porte plainte contre les auteurs de la coupure d'Internet subie? En effet, il y a des business qui subissent des manquements à gagner à cause de ces coupures d'Internet. Donc, il aimerait savoir si un citoyen peut être indemnisé financièrement. Donc, je pose cette question aussi bien à Félicia qu'à Juan pour apporter une réponse. Merci. All right. Okay. I think we've seen cases. Oui, on a vu des cas, en fait. Un exemple que j'utilise tout le temps, c'est le Soudan. Un individu, en fait, il a pris la société de télécommunications en justice pour couper l'Internet. Donc, c'était un individu et aussi l'accès d'Internet a été restauré pour tous les Soudanais. Donc, oui, des individus peuvent pousser et aussi exiger des compensations financières pour avoir coupé l'Internet. Je ne me rappelle pas un cas, mais je ne veux pas spéculer. Mais vous pouvez aller au tribunal en tant qu'individu pour prendre en justice votre opérateur d'Internet parce que vous avez un contrat, puisque vous avez un contrat d'Internet avec eux. Oui. Et même pour les business, les entreprises, ils perdent énormément d'argent lorsqu'il y a des coupures d'Internet. L'impact est énorme pour eux. Et donc, oui, au Soudan, à nouveau, j'ai vu donc l'association de protection des consommateurs, je ne me rappelle pas, ils ont pris les gouvernements en justice pour avoir coupé l'Internet. Voilà. Et effectivement, c'était bien pour protéger les Soudanais. On dirait que le Soudan vraiment est très intéressant au niveau de la justice pour les coupures d'Internet. Très intéressant. Et ceci est un grand encouragement dans différentes parties de la région pour essayer vraiment de lutter, d'atténuer tous ces risques de coupure d'Internet. Il est absolument temps, oui. Il faut demander des dédommagements pour les individus qui sont affectés, effectivement, et aussi pour les business. Peut-être Joanne peut plus parler de ceci. Merci. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vient d'être dit. Ça dépend évidemment du système juridique au niveau national. Normalement, il y a la plupart des systèmes juridiques en principe qui consistent à dire que le gouvernement est responsable des dommages en général qui sont causés par les fonctionnements des services publics ou par les décisions que le gouvernement prend. Par conséquent, il y a aussi toujours une responsabilité de la part des gouvernements, mais surtout dans les cas où la décision du gouvernement a été déclarée illégale. L'autre question, c'est que effectivement, je crois que les cas les plus intéressants sont au Soudan. J'étais en train de penser au Soudan également. Et finalement, en ce qui concerne la responsabilité des compagnies télécoms, ici, la question, je suis d'accord, il y a des cas où aussi, disons, on pourrait demander la responsabilité de ces acteurs privés, mais il y a des cas où ces acteurs privés peuvent dire, écoutez, je reçois une ordre directe du régulateur, je dois obéir. Alors, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement, du régulateur. Je ne peux pas
faire autre chose qu'obéir les ordres qui viennent du régulateur. Ça dépend, j'insiste. Hein. Mais oui, je suis d'accord qu'en principe, il y a, au-delà des responsabilités politiques, il y a aussi des responsabilités juridiques individuelles, parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps de parler, mais il est évident que la coupure d'Internet a un impact économique très, très important. Il ne s'agit pas seulement d'une discussion à propos des droits de l'homme, il s'agit aussi d'une discussion sur l'impact économique de coupure d'Internet. Merci. Et Juan, juste pour compléter, il y a un des participants qui a posé la question pour en fait, vous venez de mentionner que le fournisseur peut dire que ça vient du gouvernement et Biran Sal aimerait savoir est-ce que les fournisseurs d'Internet sont responsables en cas où c'est l'État qui impose la coupure? Vous pouvez davantage préciser cela? Oui, non, Il y a des j'insiste. exemples. Oui, j'insiste. Généralement, disons qu'il y a un principe juridique général. Si une entreprise privée obéit des ordres, suivent des obligations légales, il devient beaucoup plus difficile d'un point de vue juridique d'établir la responsabilité. Parce que autrement, par exemple, dans le cas de fournisseurs d'accès à Internet, il risque d'avoir même des responsabilités pénales. Un fournisseur d'accès à Internet reçoit une ordre de couper l'Internet et le fournisseur dit je crois en la liberté d'expression, je résiste. Bon, la conséquence va être claire, je crois. Alors, je crois que dans ces cas, il est clair que la responsabilité clairement appartient à ceux qui ont pris la décision d'un point de vue, disons, étatique. Hein. Merci, Juan. Nous sommes à 4 minutes de la fin. Je ne vois pas d'autres questions des participants. Je vais poser à Félicia une question et ensuite une dernière question à Juan, en fait, et en même temps profiter pour clôturer. Je vais commencer avec Félicia pour demander quelles sont les meilleures pratiques et stratégies sur le continent qui pourraient être adoptées pour équilibrer les préoccupations de sécurité nationale vis-à-vis de la liberté d'expression et d'accès à Internet. Parce que la plupart du temps, c'est ce point-là que les gouvernants mentionnent que bon, les préoccupations, c'est des questions de sécurité nationale, c'est pourquoi nous coupons. Récemment au Sénégal, on a vu cela. Donc, Félicia, est-ce qu'il y a des meilleures pratiques ou stratégies à partager avec les participants et tout le monde? Et ensuite, je vais passer à Juan pour la dernière question. Bon, très bonne question. Oui. Alors, la sécurité nationale. Oui, ça a toujours été une excuse pour les gouvernements, vous savez, pour restreindre les droits de l'homme, même dans le contexte de ceci. Euh, oui, alors, la sécurité, c'est plus important que les droits de l'homme. Alors, ils vont violer les droits de l'homme, les gouvernements, pour protéger la sécurité nationale. Vous avez parlé du Sénégal. Eh oui. Donc, c'est difficile pour moi de comprendre ceci. Les élections, qui sont garanties dans la Constitution. Mais, effectivement, un jour, les Sénégalais se sont réveillés et le président a décidé de reporter les élections. Ça, c'est une réaction par rapport à ce qui s'est passé. Dans un pays démocratique, c'est une violation. C'est normal que les gens protestent contre cette décision. Donc, pourquoi restreindre le droit des personnes en citant toutes sortes d'excuses alors qu'il aurait pu respecter les droits qui sont inscrits dans la Constitution, de, de vraiment faire comment ça devait se passer au niveau des élections, respecter ceci. Ce sont des excuses pour les gouvernements de restreindre des droits de l'homme. Et voilà, tout ceci doit être
absolument souligner, ce sont des excuses. Ils n'arrivent pas à résoudre les crises de toute façon en enlevant l'Internet, d'accord? Et c'est une restriction contre les droits de l'homme. Merci Félicia. Je vais lire juste un commentaire rapidement sur le chat. Donc, il y a Mathéo Mbaye qui commente que les fournisseurs d'accès à Internet doivent donner la priorité à leurs responsabilités en matière de respect des droits de l'homme. Selon les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains, ils doivent respecter les droits humains, ce qui inclut la responsabilité de prévenir ou d'atténuer tout risque d'atteinte aux droits. Les entreprises doivent explorer toutes les voies juridiques disponibles pour contester la mise en œuvre des demandes de coupure de l'accès à Internet. Merci Mathieu pour cette contribution. Merci Félixia pour ta réponse. Je vais passer rapidement à Juan et lui poser cette question. Est-ce qu'il a des recommandations politiques, juridiques qui permettraient en fait d'avoir moins de coupures, hein, parce que ça devient une épidémie, surtout en période de tension dans les pays. Est-ce qu'il y a des recommandations juridiques afin d'améliorer et pour prévenir effectivement les coupures d'Internet? Parce que souvent, quand on dit respect des droits humains, on voit que ça n'empêche pas les États de couper. Mais est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter aux lois pour s'assurer que les coupures ne sont plus possibles? Ça, c'est difficile à répondre. En tout cas, concernant les commentaires, brièvement, je suis d'accord avec les commentaires. Le problème est qu'il est très difficile dans certains contextes, particulièrement où le fournisseur d'accès à Internet est un concessionnaire de l'État, par exemple, ou même appartient à l'État comme compagnie. Alors, oui, je suis d'accord en principe que même les compagnies privées sont liées par les droits de l'homme. Mais bon, dans certains contextes, il n'est pas si facile de résister la pression du gouvernement ou des régulateurs. Mais aussi, concernant les recommandations, en tout cas, je crois que au moment de légiférer, il est important de comprendre l'impact des coupures d'Internet. L'impact, pas seulement sur les droits de l'homme, mais aussi sur la capacité du gouvernement même de communiquer avec les citoyens et sur l'économie nationale et sur l'image même du gouvernement. Alors, même si le coupure d'Internet peut bénéficier, disons, le gouvernement dans une situation particulière, disons, je crois que dans l'ensemble, ils ne sont pas, disons, positifs, même pour ceux qui ont décidé de couper l'Internet. Je crois qu'il faut prendre conscience de cela. Mais il n'y a pas une formule magique, et en tout cas aussi, évidemment, le respect pour les droits de l'homme et comprendre la nécessité d'appliquer le test en 3 parties. Je crois que il est toujours l'élément le plus important ici. Merci beaucoup Juan, merci Félicia pour vos interventions. La discussion se poursuit bien sûr sur les coupures, le cadre juridique et notamment en fait cette base de données-là qui a été lancée aujourd'hui avec ce premier webinaire. Merci aux participants pour cette série pour cette première de la série de webinaires. Organisé par Article 19 à University of Columbia. Il y aura un autre prochainement le 20 mars, si je ne me trompe pas. L'information est dans le chat. Je vais passer la parole à Anderson. Ça a été un plaisir pour moi de modérer ces sessions avec Juan et Félicia et aussi avec des participants très engagés. Merci à vous et la parole est à Anderson. Merci Aïcha, encore une fois merci à Joan et Félicia pour leurs précieuses contributions ainsi qu'aux participants pour leurs questions et bien sûr pour leur engagement. N'oubliez pas que la vidéo en streaming sera publiée sur la chaîne YouTube de Columbia Global Freedom of Expression. Je vous invite à participer au prochain webinaire de la série, le 12e, le 20 mars sur la tendance mondiale du droit à l'oubli, le 3e, le 25 mars sur le discours de haine, et le quatrième, le 2 avril, sur la liberté d'expression dans le système africain des droits de l'homme.
Nous partageons un lien vers l'agenda complet dans le chat Zoom. Enfin, je vous invite également à nous envoyer vos contributions à la base de données ou tout type de commentaires qui sont les bienvenus. Vous pouvez le faire via notre site web. Merci et au revoir.